Non. Donc je réfléchis. Comment je vais faire pour industrialiser? Parce qu'au final, on a le coût horaire. Vous allez dire, mais pourquoi les gens ils produisent plus là-bas et là-bas? Parce que je me dis, si je mets 4 heures pour faire ce vêtement, bon, le SMIC ici, il a combien? Le taux horaire. Donc 4 heures, ça va me coûter trop cher. Mon calcul très revient, je ne vais pas m'en sortir. Donc je vais les produire plutôt dans les pays de l'Est. Parce que c'est divisé par 3, le SMIC. Il est à 500 €, je vais m'en sortir. 3. Donc j'ai toute cette réflexion que je dois avoir, que je dois réfléchir très vite. Nous allons commencer donc notre 4e atelier sur la crypto-monnaie et les technologies associées NFT. C'est un atelier qui sera animé par le cabinet de construction Lumos, avec son fondateur, Goy Servet. Et là, on a les modélistes de la production qui doivent normaliser. Ça veut dire qu'ils doivent faire des vêtements pour un 38 de la fable de tous les jours. Donc on réessaye les vêtements et on les adapte à la personne de tous les jours. Et on appelle ça mannequin cabine. C'est encore un autre métier que je vous apprends qui fait partie des de la mode. Donc il y a les mannequins top modèle que vous voyez. Il y a les mannequins cabines qui ont le corps parfait de la personne normale. Donc la mannequin cabine vient, on fait les essayages, on dit voilà, une femme normale, elle a des seins, elle a des fesses, elle a des ceci, elle a de cela. Mais attention, chaque marque a son idéal de taille 38. Donc c'est pour ça que vous allez aussi vers des marques. Il faut choisir des marques où vous savez que ça vous ressemble. Parce que si c'est des marques où le taille 38 c'est sans fesses, taille basse jusqu'à ici, avec une orthomorphologie, c'est compliqué. J'ai une question. On sait que en fonction des marques, les produits sont plus ou moins fabriqués dans les mêmes usines. Parfois, on entend que H&M, les marques moyennes sont plus ou moins fabriquées dans les mêmes usines, et parfois, il y a une différence. Est-ce que c'est vraiment la notion de marketing, de communication, qui va faire que le prix va être différent alors qu'on est sur la même usine, même matière? Qu'est-ce qui fait que le prix va être différent? Alors ce phénomène-là, c'est le même aussi dans l'agroalimentaire. Je vais donc donner la parole à notre 4e intervenant du 4e atelier, M. Goy Servet, pour la thématique sur la crypto-monnaie et les technologies associées NFT. Là, pour les Merci. produits exactement les mêmes. En fait, je parle de Chaque blanc, exactement. Là, c'est positionnement. Positionnement. Si vous voulez acheter du luxe, si vous voulez faire du luxe, vous devez aussi vous payer pour la renommer et vous donner aussi à ce vêtement. Parce que c'est ça le boulot de la sécurité là. Le bracelet que vous avez mis, il est magnifique. C'est une fibre naturelle, il est unique. En fait, seules les personnes qui sont réunies ici ont ce type de bracelet. Vous allez sortir, vous allez voir dans le métro, il n'y a personne qui est bracelet, à part une personne qui était présente à Paris. C'est un bracelet que vous regardez toutes les filles. En plus de ça, on peut vous dédicacer. C'est l'exclusivité aussi. Et c'est ce qu'on appelle le marketing intuitif. Je suis en train de vous vendre du rêve, vous dire que voilà. Mais en fait, c'est ça. Donc, soit vous avez ce recul que vous avez, vous dire, c'est exactement le même. No sense, je vais aller lâcher là. Mais si moi, serpent que je suis, je vous séduis et je vous raconte cette couleur. Voilà, cette couleur sur vous, c'est magnifique avec votre oreille bleue. Vous ne pouvez pas laisser. Vous ne pouvez pas laisser. Je vous assure, vous ne pouvez pas laisser. Vous l'achetez. Mais quand vous rentrez, bien sûr qu'à un moment donné, la raison va revenir. À un moment très sûr. Mais sur le côté de mes mains, qu'est-ce que j'ai acheté ça? Je n'ai même pas besoin. En plus que ça m'a coûté, j'aurais pu m'acheter ça. Marketing intuitif. Vous dites que vous créez une marque de mode ou pas, les conseils que je vous donne doivent faire de vous demain un nouveau consommateur. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'est plus au stade de consommer parce qu'on en a vraiment besoin, j'ai pas de boîte, tu achètes de boîte. Non, on est des acheteurs impulsifs. Et puis la vie est tellement difficile aujourd'hui que parfois on a besoin de s'acheter quelque chose pour se voir. On va passer de ça. Mais il faut pas essayer de tout n'importe quoi. J'ai une question, j'aimerais bien en fait, avoir votre avis sur le nouveau positionnement de Zara. Comment ça devient un peu plus luxe dans le visuel? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est pas forcément dans le visuel, c'est tout à fait cohérent avec les produits qu'ils proposent. J'avais donné l'exemple de Zara, au début de Zara, on avait énormément de produits synthétiques. Là, on vise dans des produits naturels et avec des coupes un peu plus sophistiquées. Si vous voyez bien, chez Zara, on a presque des basiques. Ils ont fait, comme chez H&M, il y a plusieurs lignes qui sont maintenant déclinées. Et ces lignes-là, ça demande comme je vous dis, des patronniers, des coupeurs, beaucoup de recherche. Parce que là, on commence à être encore dans ce marketing intuitif. On est en train de créer. Parce que vous allez voir, même si pour ce
chez Zara ou H&M, j'ai vu que ces pièces-là, il n'y en a pas énormément. Oui, c'est ça. Ils font comme des îlots comme ça quand vous venez dans le magasin. Vous avancez, puis tout d'un coup, il y a un îlot avec des silhouettes. Ouais. Silhouette Vraiment aussi, comme ouais. ça, ouais, comme ça. Des silhouettes, des mouvements. Vous savez que c'est pas présenté pareil comme ça. Il y a tout un univers qui est créé, où la suite est fait comme ça. Vous avez l'habitude de voir la silhouette comme ça. Non, 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 c'est pas celle-là. C'est vraiment celle-là. Celle-là. On a beaucoup vu ça au Nouvel An. Ouais, ouais. C'est des capsules. Voilà. Mais même leur Les peau, capsules. les prix sont aussi. Les marques commencent à créer des capsules. Des capsules justement qui s'adressent à une différente clientèle. Pourquoi? Parce que le client a changé. Autant vous allez voir des garçons de 15 ans qui ont des Balenciaga au collège ou au lycée, autant vous allez voir une personne très huppée aller s'habiller chez H&M ou Zara. Aujourd'hui, c'est un mélange de tout, un mélange des genres, qui est très profond aussi dans le mélange des genres, dans les sexes aussi. Mais là, on est dans une cacophonie de c'est piqué. J'ai une question. Est-ce que c'était l'objectif de Balmain de travailler avec H&M, justement, de permettre l'accessibilité à... Alors, Balmain, comme Jacques Mus, comme Balenciaga, ce sont des marques, je pense que vous pouvez l'apprécier, des marques inclusives, qui font en sorte, ça veut dire qu'ils ont toute une politique derrière, qui font en sorte que les personnes qui se sont sentées mises à l'écart, aujourd'hui peuvent appartenir ou avoir accès à ce qui n'était pas de base pour eux. Comme les personnes de forte corpulence, voilà. Comme les personnes que vous avez vues, Balmain, il a fait un défilé qui était ouvert à tout le monde à la scène musicale. C'est démocratiser. Et en fait, moi qui travaille avec Olivier, il veut donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir avoir accès au luxe. Et c'est quelque chose qui marche parce que quand je vois les gens, je regarde les baskets des jeunes aujourd'hui, c'est pas Nike que je vois. Hein. Ils ont du Balenciaga, ils ont des choses comme ça. C'est parce que les choses sont rendues plus d'activité. Elles sont onéreuses, c'est vrai, mais elles sont maintenant plus abordées. Avant, on avait juste le sac qu'on achetait, le grand sac de marque. On se disait, bon, à un certain moment, je vais m'acheter le sac et les parfums. Ça s'arrêtait. Mais aujourd'hui, non, on va même au-delà. Je vois des gens qui mettent du prêt-à-porter, du t-shirt. Je me suis dit, je vais m'acheter un jean. Je m'achète même des baskets. Les baskets n'étaient même pas des habits pour sortir. Qui allait investir vraiment dans des baskets? Les baskets, la basket c'était la dernière chose où tu peux mettre de l'argent. On prenait des sacs pour sortir, mais là non, même quand on sort avec son jogging, il me faut ma basket en fait. Donc le monde a vraiment changé. Et vous allez voir, ce qui a changé aussi, c'est que les personnes qui ont des moyens, Zara c'est devenu comme McDo. C'est ouvert à tout le monde, tu viens comme tu es. Parce que quand tu mets, tu sais même pas. C'est quoi ton truc? C'est dur? Non, c'est Zara. Ah, c'est quoi ça? Tu vois la personne, et puis tu mets t'habiller simplement comme ça. T'as juste mis une basket Balenciaga, ma chère. T'es influenceuse. Oui, t'as mis le jogging H&M, qui est crop top. Jogging, t'as pris la bonne couleur bleue ou rose. Tu mets une lunette H&M avec un sac Jacques Mus. On va dire, ah, avec la legs là. C'est pas qu'on a pas déjà vu sur les réseaux. Non, on est tous devenus Instagrammables. On est tous devenus Instagrammables. C'est ça. Ouais. Donc, dans tout ce processus-là, j'interviens à ce niveau-là. J'industrialise, je normalise, je pense à une personne normale. Et ensuite, je commence à dire à qui je vais donner du travail. Pour pouvoir atteindre mon objectif. Alors, préférence, lui, je vais lui donner en Italie le denim. Parce que le denim en Italie, ils maîtrisent. Les meilleurs, c'est les Japonais. Mais bon, avec tout ce qu'on a avec la Covid, là, je préfère avoir un camion qui puisse passer la frontière tranquille. Hein. Parce que bon, il y a eu la crise sanitaire, il n'y avait plus d'avion, impossible de livrer les boutiques. Donc je fais ma propre stratégie. Les t-shirts, je vais les mettre au Portugal, parce qu'ils sont bons dans le jersey. La matière du t-shirt, ça s'appelle du jersey. Tout ce qui est popeline de coton, c'est ça de la popeline. Ça s'appelle de la popeline. Je veux aller plutôt dans les pays de l'Est. C'est vraiment dans la famille des chaînes et trames. Les chaînes et la trame, c'est quand il y a cette ligne-là, on peut tirer un fil, c'est le chêne et la trame. Je vous ai montré. Voilà, ça c'est du chêne et trame. Après pour la maille. La maille c'est plutôt en Italie. Et ça c'est la maille. Tout ce que vous avez comme ça, les pulls, c'est ça la maille. Je vais toucher. Ça c'est le chêne et trame. Par exemple, voilà. Et toutes ces choses-là, je me dis, ah, l'autre il a plus ce savoir-faire dans ce pays de faire ceci. Ça c'est du tuile, vous voyez souvent chez Chanel.
Voilà. Ça doit coûter cher. Mais j'ai une question, par exemple. Ça, c'est quoi? Si on a une tueuse, Ah oui, du tout. c'est Chanel, ça, c'est une petite marque. Et on est créateur. Ça, c'est vraiment Avant, oui. Alors, je peux répondre à cette question. Alors, Alors, voilà. je vous réponds, c'est par rapport à ça. On va revenir à ça, je vais t'expliquer. Je vous réponds. Ok. Donc voilà mon métier. Donc je place les vêtements dans différentes usines. Je leur envoie leur carnet de commande, ça s'appelle de l'ordonnancement lancement. Je lance les commandes. Je fais en sorte de coordonner les achats, fournitures et matières pour que tout soit livré auprès du façonnier, du fabricant. Et bon, quand il a tout, je le suis, je le piste, je le flic. Il faut qu'il me le temps et en heure. Tous les jours, je l'appelle, je suis sur son dos. S'il y a un problème, je vais à l'usine, je vais vérifier qu'il a bien mis mes vêtements sur la machine, qu'il n'a pas fait passer Dior ou Chanel avant moi. Je négocie les prix, je sécurise aussi mon prix de revient, parce qu'on a des targets en fonction des volumes, des typologies de vêtements. Et quand j'ai livré, j'ai réalisé mon travail en temps et en heure. Et maintenant, il y a plein d'aléas. Parfois, il y a des prods qui sont gâchés, des tissus qui n'ont pas été livrés, des vêtements qui n'ont pas été coupés. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce tissu-là? Alors, vous avez des marques aujourd'hui, ce qu'on appelle le RSE, c'est toutes les mesures qui sont mises en place, justement, d'un point de vue environnemental, humain, voilà, écologique et autres, hein, dans ce sens du bon de gaspillage avec une vraie éthique, un vrai mindset. Donc aujourd'hui, vous avez des marques comme Balenciaga, quand vous allez à leur vente privée, eh ben, eux, ils vous donnent ils reprennent ces tissus-là, ils font des sacs avec. Ils réutilisent. Et puis, en fait, il y a aussi beaucoup de stocks qui ont été liquidés durant la pandémie parce que les gens ont fait des masques. Voilà. C'est les chutes de tissu, je crois. Avec les chutes de tissu. Si, sinon, des femmes roulantes. D'accord. Il y a des normes aussi qui doivent être respectées par rapport aux réglementations européennes, des trucs comme Alors, ça, c'est lorsque vous avez des matières, là, on cite en plus, avec des matériaux un peu plus éco-responsables, que vous voyez de plus en plus, par exemple, dans les cotons, les t-shirts, même dans les marques H&M, vous voyez qu'il y a vraiment cette conscience d'utiliser des matériaux bio. Oui, déjà ça. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est certification REACH. Je ne vais pas vous embêter avec ça. C'est des mesures ISO aussi. C'est toutes les réglementations des produits aussi qui sont cancérigènes. Énormément de tests qui ont été faits, qui dans certains pays on n'accepte pas des produits avec tel produit. Ça aussi, vous pouvez le retrouver surtout sur le denim, qui sont parfois des traitements très corrosifs. Donc voilà. Sinon, dans les boutons, la galvanisation, on a utilisé les produits qu'on a utilisés pour obtenir telle couleur. Donc voilà, donc à chaque fois qu'on va acheter quelque chose, on engage la responsabilité du fabricant, du fournisseur, de nous certifier que c'est REACH, que voilà, les contrôles ont été faits. Autant aussi, on envoie aussi des prestataires qui font des audits, des contrôles en interne aussi pour vérifier qu'on ne fait pas travailler des petits enfants, que des mesures sociales sont respectées. Au début, il n'y avait que des entreprises de renom de luxe qui faisaient ça. Mais maintenant, c'est vraiment, il y a plein de marques comme Cézanne, Cézanne qui n'est pas forcément une marque de luxe, mais qui fait aussi très attention aussi à ça. Donc il y a quand même des jeunes créateurs aujourd'hui, des créateurs émergents, les marques émergentes, qui ont vraiment ce respect pour la planète et qui, au-delà même de l'alimentation, veulent veiller à avoir la traçabilité de ce qu'elles produisent en fait. Et que cette conscience, ce souci, soit déjà dès le A, mais pas à partir du B, du C ou non. On veut que dès le A, on est bio. Que dès le A, les choses elles sont respectées. Et les personnes qui ne respectent pas cela, eh ben, elles peuvent être soumises à payer de très grosses amendes. Parce que lorsque nous, on veut travailler avec vous, on vous dit ok, nous c'est comme ça qu'on marche. Vous signez pas. Si vous ne signez pas, on ne travaille pas avec vous. Donc elles s'engagent, c'est ce qu'on appelle des cahiers des charges, et elles doivent le signer. Donc si jamais elles ne respectent pas, c'est leur problème. Mais si on les attrape, elles vont payer. Et vous avez des pays comme la Chine, comme les États-Unis, où il est très difficile lorsque vous créez une marque d'importer et exporter de la marchandise. Vous avez énormément. En Chine, c'est vraiment. Ils font des tests matières, etc., pour pouvoir accepter le fait que les vêtements passent la frontière. Et du coup, dans le cadre de ton travail, oui. est-ce que c'est quelque chose que tu dois vérifier également? Ah oui, la production? oui, je contrôle avec des sociétés, je vais par exemple AS Inter, j'envoie régulièrement des audits. Je peux faire des prélèvements pour faire des tests. Quand je vois qu'un vêtement est très sophistiqué en termes de traitement, je peux faire appel à mon département de qualité et leur demander de tester.
voilà. Avec la Chine, c'est obligé, tout le carnet de commandes chinois, lorsque les acheteurs sont venus, tout doit être testé à 100%. Donc ça, c'est des fails, c'est faussé, on ne peut pas l'exporter. Si ça passe, on peut l'exporter. Et le marché américain aussi, c'est toute une... Il y a plein de réglementations. Donc quand on veut lancer sa marque et qu'on dit qu'on veut vendre à l'international, il faut savoir que c'est pas du genre, je vais vendre, non. Pour importer, exporter tout ce flux, que ce soit du tissu au produit fini, il faut quand même y réfléchir. Après, quand on est vraiment à petite échelle, on peut se dire, bon voilà, on met dans sa valise, on donne une petite boutique, et après voilà, quand ça va marcher, on ira plus loin. Après, il faut faire les choses taille par taille. Je peux vous dire que quand je lance ma marque, tout de suite aller non, parce que c'est des choses qui sont payantes. Hein. Voilà, c'est payant, tous ces tests, c'est payant, mais c'est vrai, avec tout ce mindset RSE, il y a tous ces besoins qui deviendront demain des obligations qui se mettent en place, et ça par contre, il faut vraiment prendre de compte lorsque vous lancez votre marque. Donc mon travail consiste à ça. Une fois que c'est livré, c'est livré à l'entrepôt. Il faut coordonner les achats matières, fournitures, il faut acheter les bonnes quantités et ainsi de suite. Après, moi j'en fais des erreurs, mais il faut savoir, c'est un travail continu, donc tu as fait l'erreur aujourd'hui, mais tu t'en rendras compte demain. Mais il ne faut pas t'en rendre compte dans 6 mois, parce que dans 6 mois, ça peut coûter très cher. Une question sur tout à l'heure, vous parliez de la collection, la création, et après le mannequin cabine, la prod, ouais. Franchement, comment vous, parce que des fois il doit y avoir des décalages et tout, comment vous corrigez en fait le rendu en cabine et ce qu'il y a, parce que moi je suis cliente, j'ai vu un défilé, j'imagine un truc, et après, est-ce qu'il peut y avoir, ça existe, qu'il y ait des gros décalages? Alors, il faut savoir, quand vous voyez un défilé, vous voyez les top modèles, c'est des gens qu'on ne voit pas forcément. Donc, il y a des filles qui sont à 34, à 36. Donc, elles ont parfois des longs bras. Moi, j'ai mes bras, c'est quand même long aussi. Hein. Donc, si quelqu'un ne porte pas veste, que ça va. Voilà. Mais je veux dire que ça, c'est les standards. Il y a une norme. Quand vous dites que je suis 38, je suis 38. Après, une marque elle-même, c'est plus rempli des noms. Il y a des gens qui ont normalisé cette pointure. C'est la même chose dans les vêtements. Le défilé, il y a eu. Mais après, il y a des normes. Un tableau de mesure, déjà de base, qui est là pour régir. Quelqu'un qui fait un 95, un 50, etc. C'est un 38, etc. Ça, c'est des règles que connaissent tous les modélistes. Et là, c'est pour ça qu'on appelle les modélistes de normalisation, parce que c'est pourtant par la production. Non, c'est pas possible. Et si ça existe, ça c'est totalement du semi-mesure ou du sur-mesure. Voilà. Ça demande quand même, c'est quand même il y a plusieurs procédures à respecter avant d'arriver à ce que ce soit en magasin. Oui, il y a plusieurs étapes. Oui, il y a plusieurs métiers comme des tableaux. Où acheter les tissus? Oui. Alors, non, c'est des matières, il y avait la tableau. Voilà, c'est ça. Alors, en fonction du créatif. Voilà. Alors, ce que je veux dire, si vous l'achetez, vous voulez créer un vêtement ou vous créez des vêtements, vous avez différents endroits où vous pouvez acheter des tissus. Vous avez dans les marchés. Alors moi, j'ai fait comme un SWOT, voie positif et négatif. Si vous allez au marché, le marché c'est bien parce que c'est ouvert à tous, c'est accessible, c'est à proximité. Souvent, c'est des marchés qu'on a à côté, pas très loin. Voilà, les prix sont accessibles, hein, ils sont petits. Et vous pouvez acheter des petites quantités quand vous achetez au marché des tissus, parce que vous pouvez trouver sur des pépites. Hein. Néanmoins, le point négatif, c'est que les matières, elles ne sont pas suivies. C'est-à-dire quand vous achetez, vous pouvez acheter là et après, demain, il n'y en aura pas. Les imprimés, ils sont exclusifs, c'est-à-dire que ce que vous avez acheté, quelqu'un d'autre peut l'avoir aussi acheté. Et la qualité et la composition sont non maîtrisées. Ça veut dire que vous ne pouvez pas savoir si vous ne connaissez pas au toucher, vous ne pouvez pas définir le matériau, vous ne pouvez pas savoir si c'est vraiment de la soie, si c'est de la viscose, si c'est du polyester. Donc quand on achète au marché, on ne peut pas maîtriser tout ça. Et vous avez beaucoup de jeunes créateurs aujourd'hui qui achètent au marché, qui n'ont pas fait cette formation pour déterminer les fibres, et qui à côté de ça se retrouvent dans une impasse. Donc au final, ils ne peuvent pas faire des étiquettes de composition. Donc parfois vous achetez des habits, vous voyez qu'il n'y a pas d'étiquette de composition, c'est parce que la personne ne sait pas ce qu'elle a mis en fait. Et souvent quand vous allez chez des jeunes créateurs, des petits labos, il y a des trucs, il y a un petit, comme un forum là, quand vous allez sortir, vérifier. Ce sera un bon exercice, vérifier. Mais il y en a beaucoup, ils n'ont pas. Ah vous pourrez leur expliquer ce qu'on s'est dit là. Mais j'ai vu des vêtements là, faire tourner comme ça. Et vous vous demandez.
la GoPro parce que ça va définir l'entretien de mon vêtement, la température de ma machine. Et quand tu viens mettre ça à la machine, Absolument. Et ça seulement la machine. Oui, mais à combien de degrés? Parce que si c'est pour, c'est pas du papier toilette. mais il y a aussi ce truc, si par exemple, la position n'est pas écrite, ça veut dire qu'elle ne peut pas être vendue. Rapporter santé. Ok. Le flux, non, vraiment, ça c'est obligatoire. Et c'est traduit dans plusieurs langues. Ok. C'est obligatoire. Je veux dire, même ça peut pas être vendu. Mais après, je veux dire que moi, je suis pas venu ici pour faire la leçon aux autres. Hein. Je vous informe seulement. Voilà. Après, vous avez des magasins spécialisés, comme le marché Pierre, c'est ça? Voilà, des magasins qui sont spécialisés dans tout ce qui est étoffe, voilà. Là aussi, là, vous avez des vendeurs un peu plus techniques, donc des peu un peu plus compliqués. Vous avez aussi les mêmes risques que vos voisins utilisent la même chose. C'est un peu plus cher aussi. Après, voilà, vous avez souvent aussi des minima imposés, parfois aussi dans le type de distribution. Vous pouvez penser que des magasins spécialisés, il n'y en a pas partout. Vous ne pouvez même pas prendre des petits morceaux pour faire un échantillon en âge. Ça, c'est correct. Et après, vous avez des grands salons, là où je vous ai dit, qui sont annuels. Et là, vous rencontrez des professionnels. Et là, vous avez vu, quand je vous ai montré tout à l'heure, vous avez ces remarques. Vous n'avez pas à tourner plein, dérouler au rouleau comme ça. Non, non. Vous avez important, vous avez des remarques et vous typez. Vous typez, vous typez, vous typez, vous typez. Vous typez tout ce que vous voulez. Vous montrez à l'agent, il note dans un carnet de commande, il vous enverra les remarques chez vous. Soit vous commandez sur place, soit vous demandez à l'échantillonnage. Ça peut être gratuit, comme ça peut être payant. Voilà, vous pouvez trouver. Et ce serait bien qu'en Afrique, on ait un salon comme ça, parce qu'on a énormément de matières premières, de matières naturelles. Un salon qui réunisse tous ces professionnels, tous ces tisseurs, hein, pour pouvoir acheter des textiles, pour faire tout ça de l'ameublement et de l'habillement. Pour les personnes qui habitent en Afrique, si vous avez plein d'idées, ben, c'est gratuit. Et vous faites aussi parfois des conseils comme ça aux personnes qui veulent. Alors moi, j'ai mes supports d'établi, quand je fais déjà, je fais de l'accompagnement. Donc bien que je travaille chez Balmain, à l'issue de ça, par rapport à une histoire que je vous ai racontée, je me suis dit, Seigneur, comment? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'en face de moi, en fait, les gens, c'est comme tout, ça attire Balmain, ça attire. Mais moi, derrière ça, Dieu m'a fait grâce parce que j'ai beaucoup appris et j'avais envie de transmettre. Et dans cette transmission, en fait, on m'a posé la question, je vais répondre à sa question. Je vais répondre à la première question que vous m'avez posée. Tu peux répéter ta question? Est-ce que je fais? Des conseils aux personnes qui veulent produire. Alors, vous avez styliste ou Alors aujourd'hui, moi j'accompagne des marques dans une structure qui s'appelle ADFC. J'accompagne les marques et les jeunes créateurs qui veulent lancer leur marque. Mais à côté de ça, pour toutes les personnes qui n'ont pas eu la chance, parce que moi j'avais pas les moyens de m'occuper, c'était pas la grande. Je me rappelle que j'étais très simple, j'étais malheureux, je savais pas, je me disais Seigneur, mais comment c'est possible? Comment ça peut exister? Moi j'ai pas accès. Bon après Dieu a fait grâce, il m'a ouvert des portes, mais je n'oublierai jamais la tristesse que j'ai ressentie quand je ne pouvais pas payer. Donc j'ai décidé aussi de pouvoir former, d'accompagner et de transmettre aux personnes qui n'ont pas 40 000 euros à donner dans ce type de cours. Donc aujourd'hui, ma démarche c'est que je me rends accessible. Mon rêve au début c'était de créer une école en Afrique. Mais je ne veux pas créer une école en Afrique comme on plein d'églises à notre trottoir. S'il y a déjà des structures, ou des associations, ou des gens qui sont déjà en place, il y a déjà des universités qui veulent réaliser des campus. Parce que je vous assure, moi j'ai étudié la mode, mais c'est pas médecine. Hein. Bien sûr que si on prend le temps, en une semaine, vous avez les bases, les armes nécessaires de créer votre vie. Donc justement, je préfère participer, collaborer avec des personnes qui ont déjà une structure pour pouvoir transmettre ces informations, les accompagner. S'il y a besoin de modélistes, je ramène aussi des modélistes, des stylistes, je ramène des stylistes. Et après, c'est vraiment un pack complet comme ça, dans le cadre de la DFC, pour accompagner ces marques. Et après, il y a tout ce conseil avec des personnes morales qui ont déjà leur structure, qui veulent faire du sourcil, qui veulent faire un audit de leur marque, qui veulent par exemple, moi j'ai dessiné mais je ne peux pas calculer mes PRI, est-ce que vous voulez faire le calcul pour moi? Donc voilà, ils sont très ce type de service et je les accompagne. Et voilà, c'est vraiment pas parce que je suis expert, c'est vraiment en toute humilité parce que je n'oublie pas d'où je viens et comment j'ai galéré. Après, tout travail mérite un salaire, donc voilà, c'est payant. Mais on ne peut pas payer 40 000 euros, tout le monde n'a pas 40 000 euros à payer une école de mode. Et en plus, moi j'en ai vu beaucoup. Hein. Ma promotion, ils sont payés.
malheureusement, eux, au début, malheureusement, parce qu'ils se sont retrouvés en boutique, alors qu'ils voulaient travailler dans un siège, dans un bureau d'études. Et au final, je veux dire que même côté vendeuse, c'est très bien parce qu'il y a un premier vendeur, deuxième vendeur, tu peux faire du merchandising, tu peux devenir directeur de boutique. C'est vaste en fait. Mais, et puis après, il y a la réalité qui fait que tu peux payer ton école de mode, t'es noir, tu vas peut-être souffrir de la discrimination ou de certaines autres choses. T'es là, t'as du talent, mais tu ne trouves pas de boulot parce que c'est très fermé, c'est très réseau. Tu ne trouves pas de travail, et puis là, quand c'est comme ça, tu connais des gens comme ça, ben, je leur dis, bah, écoute, tu sais, quand tu fais la mode, tu es quelqu'un de passionné. Donc vas-y, lance-toi. Fais-toi quelques vêtements, et j'accompagne des gens dans des petits projets comme ça. Et après, de eux-mêmes, ils se rendent compte que c'est vraiment chronophage. Ils disent que non, ben, j'arrête. Mais au moins, ils l'auront fait.